RFI, la voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver dans ce Washington Forum du 18 octobre 2012, le terrorisme en Afrique. Une pieuvre à 4 lettres, AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique, une pieuvre terroriste qui ne cesse d'étendre ses tentacules sur la région du Sahel en Afrique. Qui sont AQMI et ses alliés? Qui sont les hommes derrière? Que veulent-ils et comment les combattre? Des éléments de réponse dans ce Washington Forum. Washington Forum. Bonsoir et merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique et à Washington Forum. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité avec Morgane Guériec. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Barack Obama et Mitt Romney tenaient leur deuxième débat télévisé de la campagne présidentielle cette semaine. Au cours de ce rendez-vous, les deux candidats étaient tenus de répondre aux questions des électeurs, y compris ceux qui ont été déçus par le président sortant. Mais le locataire de la Maison-Blanche était à l'offensive. Il a donc défendu son plan avec vigueur, notamment sur l'économie, puisque Mitt Romney reproche souvent à son adversaire le taux élevé de chômage et l'ampleur du déficit budgétaire. La tension est montée lorsqu'un électeur a interpellé les candidats sur l'attaque du 11 septembre en Libye. L'occasion pour M. Romney d'accuser l'équipe d'Obama d'avoir traîné pour parler d'attentats terroristes. Je trouve troublant qu'au lendemain de l'assassinat d'un ambassadeur américain, une première depuis 1979, alors que 4 Américains ont été tués, alors qu'apparemment on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, le président soit parti à Las Vegas pour une levée de fonds. Mais Barack Obama a rebondi avec fermeté, rappelant qu'il avait rencontré les familles des victimes de l'attaque. Suggérer qu'au sein de mon équipe, qu'il s'agisse de la secrétaire d'État ou de l'ambassadeur aux Nations Unies, ou quiconque faisant partie de mon équipe, ait joué un jeu de politique politicienne ou de la confusion alors que nous avons perdu 4 des nôtres, monsieur le gouverneur, c'est révoltant. Alors le candidat Obama a-t-il réussi à reprendre de l'avantage à 3 semaines du scrutin? La réponse dans les sondages qui ne tarderont pas à tomber. Prochain rendez-vous important pour les deux hommes, le 3e débat du 22 octobre prochain. Il aura lieu en Floride et sera consacré à la politique étrangère. Voilà Jacques, à vous le relais. Merci bien Morgane et à très bientôt. Ce n'est plus une menace mais une réalité déjà. L'Afrique est l'un des continents où le terrorisme a pignon sur rue. Pour l'heure, l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement la bande sahélo-saharienne constitue l'épicentre de cette montée fulgurante de l'islamisme radical et du terrorisme. Le Nord Mali est déjà tombé aux mains de groupes armés jusqu'aux dents. Les gouvernements africains et occidentaux sont inquiets. D'ailleurs, les derniers événements en date n'ont rien de rassurant, comme nous le dit Idriss Fall. Le nord du Mali est devenu un sanctuaire pour Al-Qaïda au Maghreb islamique, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest et Ansar Din. Au nom de la charia, les islamistes procèdent à des flagellations, amputations et des exécutions. C'est du jamais vu dans cette région. Faudra-t-il donc une intervention militaire pour aider Bamako? Le Conseil de sécurité a dit oui, mais a renvoyé la balle aux pays africains. Ils ont 45 jours pour préciser les aspects techniques et les coûts de l'opération. Le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra a salué l'adoption de cette résolution onusienne. Dans la diaspora malienne aussi, on se réjouit. Mohamed Touré habite la région de Washington. Bon, je pense que c'est une bonne chose. À mesure où il serait possible de travailler avec les forces armées maliennes, avec le soutien de la population à Gao et dans les régions occupées. Parce que ce qui nous concerne, c'est surtout la sécurité. Bon, quand un événement militaire se débute dans un pays, nous ne savons pas comment ça va se procéder et comment ça va affecter la population locale. Ce texte a été introduit par la France. Les familles des 6 otages français détenus au Sahel ont exprimé leur crainte, mais Paris affiche sa détermination à éradiquer le terrorisme au Mali.
Légèrement moins va-t-en-guerre, l'Algérie souhaite que le groupe Ansar-Dine se démarque nettement du terrorisme et que le MNLA renonce à ses prétentions indépendantistes. Au Niger voisin, les forces de sécurité essaient de retrouver les ravisseurs de 6 Africains. C'est une première depuis le début des enlèvements d'étrangers, qui est une industrie pour les terroristes. Et en Mauritanie, au lendemain de la résolution onusienne, le président Mohamed Ould Abdelaziz a été blessé par balle et évacué à Paris. Nouakchott affirme que c'est une bavure, mais Al-Qaïda avait menacé de le tuer. Maintenant que les islamistes entendent des bruits de bottes, ils se préparent à la guerre. AQMI a réaménagé son appareil sécuritaire. Abou Jamal devient son nouvel émir chargé de coordonner ses activités au Sahel. À Gao, le Moujao a décrété un impôt de guerre et déployé des renforts vers Douenza. Le Mali reste au devant de la scène. Et pendant 45 jours, les populations du Nord devront prendre leur mal en patience et prier pour la paix et l'unité de leur pays. Voilà un excellent résumé de toute la situation de mon collègue Idriss Fall de la Voix de l'Amérique, qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jacques. Idriss qui était dans le nord malien alors que toutes ces grandes villes du nord étaient déjà aux mains de ces groupes terroristes. Tout un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, Idriss. Merci et merci à l'ensemble de vos téléspectateurs. Tout un plaisir également de recevoir Isselmou Ould Mustafa, directeur du journal Tahalil Hebdo à Nouakchott, en Mauritanie. Isselmou, vous travaillez sur ce dossier terrorisme depuis une quinzaine d'années. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, comme je... Salut pour Idriss. Très bien, merci. Salut Isselmou. Évidemment, Idriss qui connaît Isselmou depuis pas mal d'années. Comme j'ai promis, dressons d'emblée un état des lieux de ces groupes à l'origine de la montée vertigineuse de l'islamisme radical et du terrorisme au Sahel. Tout en haut de l'organigramme, il y a AQMI. Idriss, rapidement, parlez-nous des groupes en présence, des liens qu'ils ont entre eux et de leur objectif ultime. Bon, dans le nord Mali, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique qui est essentiellement composé d'Algériens. Il y a le Moujao, donc le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et qui est beaucoup plus large parce que tu as des Mauritaniens, des Sahraouis, des Nigérians, des Nigériens, et même on parle de présence sénégalais. Et il y a Ansar-Dine qui est un mouvement islamiste mais qui est essentiellement Touareg, dirigé par Iyad Agali. Donc ça, c'est les principaux groupes armés et dont tous réclament l'application de la charia dans le nord du Mali. D'accord, mais Boko Haram ne fait pas partie de cet organigramme. Pas au Mali, mais au plan idéologique, on peut parler déjà de lien. Il rejette tout ce qui est occidental et veut l'application de la charia dans les États du nord Nigeria qui appliquent déjà la charia. On va en reparler. Certainement. Voilà pour les organisations terroristes en présence, mais qui sont les visages derrière? Les photos des principaux protagonistes circulent sur Internet. D'ailleurs, nous avons des photos de Isselmou qu'il nous a envoyées. En haut de l'affiche, il y a Abdelmalek Drougdel. Isselmou, est-ce l'homme à abattre à tout prix? Qui est-il? C'est un Algérien, il est natif des années 70, c'est un ingénieur chimiste. Il est le 4e chef d'Al-Qaïda, du moins il est le premier chef d'Al-Qaïda en Maghreb islamique, parce que jusqu'en 2007, Al-Qaïda s'appelait le GSPC. Il y avait 3 chefs qui l'ont précédé, Nabil Sahraoui, Moussab Abdelmejid et Hassan Haddad. Donc c'est maintenant le 4e chef de la mouvance salafiste algérienne, qui a une excroissance au nord du Mali et au Sahel. D'accord. Voilà, parlons rapidement de ses acolytes. Jamal Okacha, Idriss, que savez-vous de lui? Alias Abou El Hammam, qui est devenu en fait le chef du réseau de Al-Qaïda dans les opérations au Sahel. Ce monsieur, c'est l'un des plus dangereux en fait, parce que il a été mêlé à presque tous les enlèvements qui sont déroulés dans cet espace et que c'est lui qui maintenant est chargé de coordonner avec les unités combattantes qui sont sur le terrain, donc qui sert une sorte d'interface entre Drougdel dont parlait tout à l'heure Isselmou et en fait les soldats, les combattants qui sont sur le terrain, dont certainement on va donner des précisions sur qui ils sont. Absolument. Abou Zeid, est-ce la star montante d'AQMI? Si je puis dire, Isselmou, est-ce que vous m'entendez, Isselmou? Abou Zeid. Oui, je vous entends. Abou Zeid, il est le plus ancien, du moins c'est le plus âgé, il est natif de 1965.
Il est relativement âgé parce que maintenant il est dans les 47 ans comme ça. Il est plus âgé que Ben Mokhtar, beaucoup plus âgé qu'Abou Hammam. Mais c'est un peu le plus dur, c'est le plus dur au sein du groupe. Mais il a un problème, c'est qu'il est limité intellectuellement, donc il n'a pas pu, pour le moment, il n'a pas pu être le dirigeant d'Al-Qaïda au Sahel. Il a été désavoué par Boutker, comme Ben Mokhtar a été désavoué. C'est la montée en puissance du jeune Abou Hammam qui a fait ses preuves tout récemment, comme l'avait dit Idrissa tout à l'heure. Donc c'est lui qui commande maintenant les 4 groupes armés d'AQMI. Parce que Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec sa direction en Algérie, elle a une excroissance au Mali. Et cette excroissance au Mali, ce sont 4 unités combattantes. Vous avez Al-Moula Thamoun qui était dirigé par Ben Mokhtar. Vous avez Tarek, le groupe armé Tarek Ibn Ziyad qui est dirigé par Abou Zaïd. Vous aviez le groupe Al-Furqan qui était dirigé par Yahya Abou Hammam. Et vous avez le groupe Al-Ansar qui est dirigé par Taleb Abou Abdelkarim. D'accord. Ce sont ces quatre groupes armés qui sont réellement Al-Qaïda au Maghreb islamique dans sa version sahélienne. Maintenant, Al-Qaïda au Maghreb islamique dans sa version sahélienne, c'est allié avec d'autres groupes, c'est-à-dire avec les Mijao et avec Ansar-Din dont on a reparlé. Absolument. Je voulais seulement préciser, pendant le passage, il a cité un Tarek Abdel, que les auditeurs sachent que lui, c'est un Malien qui est originaire de Kidal. Donc, qui a rejoint Al-Qaïda au Maghreb islamique. Certaines unités intellectuellement, comme quoi il faut être éduqué pour être terroriste. Absolument. Maintenant, un nom qui revient régulièrement quand nous parlons du Mali, Mokhtar Bel Mokhtar. Qui est cet homme, Idriss? En fait, lui, il est dans le Nord Mali depuis plus de 15 ans. C'est un ancien membre du GSPC qui a fait aussi l'Afghanistan, qui a perdu un œil là-bas. C'est pourquoi on le surnomme même Bellawar, c'est-à-dire le borgne. Et lui, en fait, même, il est mêlé, c'est un nomade, il est marié à une femme Touareg. Il est connu avoir été mêlé dans tout ce qui est trafic. D'ailleurs, même sur le terrain, on l'appelle Mr. Marlboro. Et comme, en fait, tout cet espace, il y a des trafics de cigarettes, il y a des trafics de drogue. Je pense que quelque part aussi, c'est un financier. Bon, même si maintenant les gens disent qu'il a été disgracié, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, et comme Drukdel, ont pu approcher les Zawahiri qui a remplacé Osama Bin Laden, au Pakistan. Et Zawahiri, c'est un Égyptien. Et eux, je pense qu'ils ont été influencés par ces gens-là. Bon, voilà quoi. D'accord. Voilà, maintenant, ce Mauritanien parmi eux, Abou Gomgom, un homme qui était les plus en vie au sein d'AQMI, n'est-ce pas, Isselmou? Allô, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Isselmou, on parlait de Abou Gomgom. Abou Gomgom, je crois que mon ami Idriss a mal prononcé son nom. C'est pas Abou Gomgom. J'ai vu dans la coquille que vous m'avez envoyée, il s'appelle Abou Qaqa. Celui-là, c'est un Mauritanien, il s'appelle Hamada Ould Mohamed Khairou. Il était un ancien d'AQMI, précisément du groupe Al-Furqan, qui était dirigé par Abou Hammam. Mais tout récemment, il y a eu l'émergence de ce Mijao-là. Et lui, il a occupé un poste de commandement au sein des Mijao. Il n'est pas émir des Mijao. Donc c'est un Mauritanien présenté par la presse occidentale comme étant un dissident d'Al-Qaïda, mais en fait ce n'est qu'une excroissance. Donc celui-là, il s'est évadé de prison en Mauritanie en 2006, il était en prison depuis 2004, fin 2004, et il s'est évadé et depuis lors il est au Mali. Il a fait partie de la transaction dans laquelle les otages autrichiens avaient été libérés par Al-Qaïda, et lui, à l'époque, il était dans les géoles de Bamako, qui l'ont échangé contre les otages autrichiens. Donc c'est un dur à cuire, je le confirme, c'est un dur à cuire. C'est un garçon qui fera beaucoup parler de lui à l'avenir. D'accord. Et Idriss, il y a ce fameux Touareg malien, Iyad Agrali. Qui est-il? Iyad, c'est le chef historique de la rébellion Touareg, c'est-à-dire la première rébellion Touareg au Mali, c'est lui. À un moment donné, donc, les chefs d'État maliens, pour le récupérer, ont signé un pacte de paix. Ils l'ont ramené à Bamako. Iyad était un conseiller du président Amadou Toumani Touré, qu'il a envoyé même travailler au consulat du Mali en Arabie Saoudite. Entre-temps, il a fréquenté les Dawar, notamment une mosquée musulmane qui se trouve à Bamako, et il est devenu un musulman puriste, c'est-à-dire retour à l'islam. Et apparemment, c'est pour ces raisons-là qu'il a pu être expulsé de l'Arabie Saoudite. Il est revenu au Mali
presque tous les otages qui ont été relâchés sur terre malienne, c'est IAD qui a fait l'interface pour aller négocier leur libération. Moyennant quoi, personne ne sait. En tout cas, aujourd'hui, c'est lui qui dirige le mouvement Ansardine, donc qui est essentiellement Touareg, et qui revendique l'application de la charia et qui a aussi amené pendant la poussée des groupes rebelles tous ces mouvements dont on parle sur les places publiques, notamment le Moujaou et Al-Qaïda au Maghreb islamique. D'accord. Voilà une liste de noms qui est loin d'être exhaustive. Passons maintenant aux zones d'opération d'Agmi et de ses alliés. Nous voyons une carte qui en fait état, elle fait frémir Isselmou. Le Sahel est donc devenu le foyer d'activité terroriste. Quels sont les facteurs qui ont été propices à cette dangereuse évolution, Isselmou ? Je ne sais pas si Isselmou peut nous entendre. Peut-être qu'il y a un petit problème de liaison téléphonique. Alors, Idriss, non, moi je ne vois pas la carte. Moi je ne vois pas la carte, voilà. C'est tout. Mais en tout cas, pour que je puisse la commenter avec vous. Oui. Et... elle part du Sahara occidental au Niger, au nord du Nigeria, si vous voulez, Isselmou. Voilà. Mais Isselmou, la question que je vous pose, quels sont les facteurs qui ont été propices à cette dangereuse évolution ? Premièrement, c'est la responsabilité historique du gouvernement malien qui a laissé toute la partie nord de son territoire à la merci des rebelles et des bandits de grand chemin. C'est la responsabilité du gouvernement malien qui n'a pas pu trouver une solution durable à un problème des minorités ethniques dans le nord de son pays. Au-delà de la responsabilité des gouvernements maliens qui se sont succédés, il y a la responsabilité sous-régionale. C'est-à-dire que la coopération sous-régionale entre le Niger, la Mauritanie, le Mali et l'Algérie n'a pas joué pleinement. On n'a pas pris à juste titre l'ampleur de la menace. C'est une menace qui est récurrente, c'est une menace qui est grave, qui se ressent actuellement, même si la menace terroriste, contrairement à ce que vous avez dit au début, n'est pas aussi dangereuse, par exemple, que le paludisme, n'est pas aussi dangereuse que les ravages du sida, que les ravages des dictatures, que la gabegie qui prévaut dans les pays africains. Mais c'est quand même une menace parce qu'elle a fait fuir les investisseurs, elle a fait fuir les partenaires internationaux et elle a rendu nos pays inhabitables et infréquentables. D'accord. Je voudrais seulement ajouter une chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale. Parce que quand le Front islamique du salut gagne les premiers tours des élections législatives en Algérie en 1991, il n'y aura jamais de deuxième tour. Les deux principaux leaders du Front islamique du salut, le radical Ali Ben Hellaj et Abbasi Madani, sont foutus en tôle. Il s'en est suivi une période sanglante. C'est-à-dire il y a eu plus de 100 000 morts dans les attentats qui sont produits en Algérie. L'Algérie est arrivé à repousser ces gens-là vers le sud, mais je pense que c'est un combat que seul ce pays a dû faire. La France et même les États-Unis n'avaient pas, à cette époque-là, apporté leur aide à ce pays à faire part au terrorisme. D'accord. Alors, nous prenons un premier appel, direction Agadez, dans le nord du Niger. Nous écoutons cette personne. Je m'appelle Ben Nasser Abousseni, au Niger, près de Agadez. On se pose des questions sur la vie sécuritaire, parce que ce qui se passe au Mali fait très peur à toutes les populations qui sont à côté d'Agadez, dans le nord du pays. Donc on se demande comment les Occidentaux pourront nous aider pour remédier à cette question de sécurité qui se passe au Mali. Parce que ça peut nous arriver. Ce qui se passe près de notre frontière peut nous arriver nous aussi, parce que les Maliens sont des voisins à nous les Nigériens. Un commentaire rapide. Les premiers éléments de réponse vont commencer à tomber dès demain avec la réunion qui se tient à Bamako avec la participation de l'ONU, CEDEAO et Union africaine pour apporter des réponses. Comment faire pour éradiquer militairement le terrorisme? On commencera à avoir des réponses à partir de ce vendredi 19. D'accord. Et là, en passant, en fait, Idriss, puisqu'on parle du Mali, il y a ce projet Mali One. Oui, Mali One. Il faut l'écouter sur votre téléphone cellulaire, 5h30, 15h30, temps universel. Voilà, Mali One. Voilà, très bien. Voilà, Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Le débat continue après cette pause. Faites connaissance avec la nouvelle équipe de Washington Forum. Avec Jacques Aristide à la présentation, Nico et Morgane vous proposent les nouvelles. Robert explore en profondeur les sujets affectant votre vie. Et Décoller avec Roger qui jette un regard amusant sur votre monde. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Retrouvez-nous à la télé, la radio, sur Internet et sur votre portable.
Vous êtes en Somalie, au Sénégal, au Nigeria ou encore au Zimbabwe, de chaque coin de l'Afrique au sud du Sahara, vous pouvez nous faire confiance pour vous informer et trouver les experts qui vous aideront à améliorer votre santé. Pour vous et votre famille, le réseau Afrique Santé, c'est sur la voie de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, nous parlons de terrorisme en Afrique avec nos deux invités, Isselmou Ould Mustafa, directeur du journal Tahlil Hebdo à Nouakchott, et Idriss Fall, journaliste de La Voix de l'Amérique. Avant de reprendre la discussion et un autre appel, quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Nous commençons par Ngolo Koulibaly de San au Mali. Comment lutter contre cette violence? Ce n'est pas un problème que nous pouvons régler par la négociation. On ne négocie pas avec des fous. Mokhtar Moyab de Yaoundé au Cameroun. Ces terroristes sont la honte de l'humanité et déshonorent profondément les musulmans. Nulle part dans le Coran, Dieu n'a demandé de propager sa religion par le sang et la violence. Ce qui m'attriste encore le plus, c'est cet acharnement et cette tendance des politiciens occidentaux et les médias chaque jour à propager des images de guerre, comme pour montrer au monde entier que l'islam n'est que violence. Nous avons évoqué cette possible intervention militaire au Nord Mali tout à l'heure. Parlons davantage des dispositifs de riposte parce que la situation est grave. Vous l'avez entendu dans un article pour le bulletin de la sécurité africaine. Voici ce que dit le docteur Modibo Koïta, professeur à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Bélier de Bamako. Si des mesures énergiques ne sont pas prises pour contrecarrer la nouvelle stratégie sahélienne d'AGMI, la situation pourrait aboutir à l'établissement de refuges véritables à Waziristan, dans la région du Sahel. Isselmou, mesures énergiques, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Je connais très bien le professeur Modibo Koïta. Il est très brillant. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Mais la mesure militaire à elle seule ne suffit pas. Parce que de toutes les façons, les guérillas asymétriques sont invincibles par des armées régulières et conventionnelles. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, on va dire la CEDEAO et la coopération internationale vont libérer Gao, qui date Tombouctou, tout ça. Mais les terroristes vont se replier dans leurs sanctuaires habituels dans lesquels ils sont imbattables et dans lesquels ils vont continuer à être nuisibles. Moi, je crois qu'il faut développer le Nord, il faut développer la stratégie sous-régionale, il faut essayer de mettre en terme aux égoïsmes nationaux et aux égoïsmes des stratégies nationales. Et il faudrait que, au niveau de la sous-région, que les armées des pays marchent main dans la main, partagent les renseignements, partagent l'information. Il faudrait aussi qu'il y ait le développement à la base. Il faudrait qu'il y ait la démocratie, le droit de l'homme et le respect de l'homme au niveau de la base. Et sinon, ça va continuer, et le nord du Mali va continuer, et même dans tous les pays où l'État sera absent. Que ce soit mon pays ou que ce soit des autres pays, le terrorisme viendra s'installer. Je vais aller dans le même sens. C'est-à-dire que si on regarde la carte de l'Afrique, de Dakar à Mogadiscio, de Alger à Cape Town, le dénominateur commun, le mieux partagé par les États, c'est la corruption d'un côté, des élites, et en bas, l'extrême pauvreté. On vient de parler du printemps arabe. C'est quoi? Manque de liberté. Tu as des élites qui sont là, qui sont extrêmement riches et qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Et dans tous les pays, quand ces révoltes ont eu lieu, à commencer par l'Algérie jusqu'à l'Égypte, ce sont des islamistes extrémistes qui ont pris les devants. Mais vous êtes d'accord qu'ils ont une stratégie bien élaborée, donc il faut des efforts bien coordonnés, n'est-ce pas? Que les pays occidentaux sachent que, vous voyez en Afrique, il y a une population jeune, dynamique, vous allez partout, cette population jeune n'arrive pas à trouver du travail. Ils finissent où? Ils traversent le désert pour aller en Europe, ils n'arrivent pas à aller en Europe. Mais ils finissent où? On les récupère dans le désert et on leur bourre de sourates. Et c'est eux qui viennent demain s'exploser dans les rues de Dakar ou de Bamako. Donc ce sont des groupes qui sont parvenus à s'intégrer au sein des communautés, n'est-ce pas? La misère, ils vivent avec les communautés. D'accord. C'est pareil pour le nord-ouest du Mali. La région de Maïdougouri, le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. À Maïdougouri, là-bas, il n'y a pas de travail. C'est la zone la plus pauvre quand vous arrivez là-bas. Les gens vivent avec moins de $1 par jour et d'autres se prélassent sur des milliards de dollars. Il n'y a pas de répartition des richesses. Les jeunes désemparés, on leur vend de l'idéologie. C'est trop facile. Donc il faudrait que si on prend des mesures militaires, qu'on prenne des opérations de renseignement, qu'on aille faire la guerre contre ces gens-là aussi en amont,
que l'on essaie aussi que les gouvernements africains, qu'on ait une gestion transparente des choses, qu'on aide à ces pays-là à se développer réellement, non pas qu'on continue à creuser le fossé. Quoi. Nous prenons un autre appel, direction Bangui. Nous écoutons. Moi, c'est Enza Bomar-Lesbor. Je suis en République centrafricaine, précisément dans la ville de Bangui. Ma question se porte sur le contrôle de la situation des terroristes qui sévissent en Afrique. Pourquoi l'OTAN arrive à maîtriser la situation de l'Afghanistan et celle d'ailleurs que celle de l'Afrique? L'Amérique a tous les atouts afin de parvenir à résoudre ce conflit, mais il ne se met pas directement. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est la France qui bloque ou c'est ça que j'aimerais poser la question? Voilà, Isselmou, vous avez entendu ce commentaire de Enza Lesbor. Oui. C'est dommage, tant qu'on attend que l'Amérique ou que la France nous règle nos problèmes, on va continuer à souffrir. Moi, je pense qu'on doit prendre nos préoccupations en charge nous-mêmes. On doit essayer de trouver des solutions à partir de nous-mêmes africains, au lieu d'attendre que les gens nous règlent nos problèmes, parce que nous sommes devenus majeurs et vaccinés. Nous avons tous totalisé 60 et 50 années d'indépendance. Il est temps qu'on soit souverains. C'est vrai, ils peuvent nous aider en matière d'encadrement, de formation, tout ça, mais ces problèmes-là qui surgissent ici au Sahel, ce sont des gouvernements et ce sont des Africains, et ils peuvent, ils sont en mesure de les régler. Parce que l'Amérique, comme il le sait, n'a pas pu régler le problème des talibans en Afghanistan, mais on parle d'un calendrier de retrait dans l'horizon 2014, et le problème n'a pas été réglé. Même l'occupation de l'Irak, ça n'a pas réglé, les bombes continuent à exploser après le retrait des Américains. Donc, il faudrait qu'il y ait des implications des énergies nationales, de la bonne volonté nationale, et tout ça dans la démocratie, dans la transparence, dans la bonne gouvernance, dans le respect des droits de l'homme. Vous savez, tous ces gens-là qui sont terroristes, ils savent bien parler. C'est la privation, c'est la frustration, c'est la dictature, c'est la torture, c'est les harcèlements policiers qui ont fait tout ça, qui font que les citoyens sont prêts à exploser parce qu'ils sentent qu'ils sont des moins que rien. D'accord. Évidemment, les États-Unis, l'Union européenne sont très préoccupés. Solution africaine, c'est ce qu'on attend notamment de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais Idriss, vous qui étiez là-bas, qui étiez dans le nord malien, donc vous avez vu comment ça se passait, etc. Donc on parlait de ça tout à l'heure, que ces groupes sont parvenus à s'intégrer au sein de ces communautés. Ils sont intégrés au sein des peuples. Je disais tout à l'heure que Bel Mokhtar est mallié à une Touareg du Mali. Donc c'est des gens qui, depuis qu'ils ont émigré vers le sud de l'Algérie, sont là. Ils sont berbères, ils parlent tamasek comme les Touaregs, et ils sont nomades, et donc et ils sont mélangés avec la population. Et si à cela s'ajoute des trafics, donc c'est très facile. Voilà. Ils sont bien implantés, si j'ose dire. Une dernière question très rapidement. Sera-t-il vraiment possible de déraciner Agmi et sa bande de toute cette partie de l'Afrique, Isselmou? Oui, ce sera vraiment possible. Il faut de la bonne volonté. Il faut d'abord, c'est vrai, il faut la solution militaire, mais il faut aussi la solution politique. Il faudrait qu'elles partent ensemble. Il faut dégager ces gens-là parce qu'ils ne sont pas outillés pour gérer des pays. C'est des gens qui coupent les mains, qui coupent les têtes, qui n'ont comme programme que tuer ou se faire piller. Ça, c'est pas un programme. On les a laissés durant 6 mois dans le Nord. Ils n'ont pas construit d'écoles, ils n'ont pas construit d'hôpitaux. Mais en même temps aussi, il faudrait qu'il y ait l'approche politique. Il faut développer les régions, il faut lutter contre la pauvreté, les inégalités, les injustices. Et il faudrait aussi présenter la religion à travers des grandes campagnes de communication sous son véritable visage. C'est-à-dire campagne de communication. La tolérance, merci bien, l'ouverture vers l'autre, le respect de l'autre. Le mot rapide, c'est qu'au Mali, ce ne sera pas une guerre d'une seule journée. Ça, j'en suis presque certain. Pas une guerre d'une seule journée. Voilà, vous l'avez entendu sur La Voix de l'Amérique. C'est sur cette note que nous terminons ce débat. Merci à Isselmou Ould Mustafa et Idriss Fall. Avant de vous quitter, un rappel, si vous voulez tout savoir sur le Mali, allez sur malione.com. C'est un bulletin de 3 minutes sur le Mali que vous propose La Voix de l'Amérique. Mali One est disponible sur téléphone portable et sur Internet. Les dernières nouvelles du Mali sur malione.com. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci encore à nos deux invités. Merci à vous, chers amis de La Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.